À l'ancienne vision condescendante des peuples dits indigènes, fondée sur leur retard technologique en comparaison des sociétés industrialisées, s'est parfois substitué deux visions radicalement opposées, mais tout aussi manichéennes. La première faisant de ces derniers des destructeurs de l'environnement, agriculture sur brûlis, extraction minière à petite échelle, etc., qu'il fallait exclure d'une nature à préserver de toute atteinte humaine. D'où la création à leurs dépens d'aires protégées, d'où ont été chassés ou se sont vus réduits leurs droits de chasse les Maasai au Kenya, les Karen en Thaïlande, ou encore les Bushmen en Namibie, pour n'en citer que quelques-uns. La deuxième, attribuant à ces peuples des représentations de la nature et des préoccupations qui leur sont en réalité largement étrangères, créant la nouvelle illusion d'optique du bon sauvage écologiste et le mythe de l'équilibre nature-société traditionnel. Une certaine bien-pensance écologiste, parée de science qui n'est en réalité que du scientisme, exhorte à ne plus manger de viande, ni de poisson, à ne plus faire d'enfants, à limiter nos déplacements au strict nécessaire, ou encore à sanctuariser 30%, voire 50% de la surface de la Terre et des océans, et à punir sous une forme ou une autre les contrevenants à ces injonctions, en s'accommodant de plus en plus des restrictions toujours plus fortes de nos libertés fondamentales. Des restrictions qui puent le totalitarisme, avec d'autres dérives autoritaires et totalisantes de la sphère publique, comme l'éducation et la santé. Ce néo-malthusianisme pervers, rabaissant le genre humain à une espèce invasive qu'il faudrait réguler et isoler de la nature, en vidant de tout contenu social et culturel les graves problèmes écologiques de notre temps, et donc en ignorant les logiques propres aux groupes sociaux, les rapports entre eux et les évolutions réciproques entre la nature et la société, conduit non seulement à séparer ces dernières, mais aussi à séparer les citoyens et ces groupes sociaux en bons et mauvais élèves, pour que les premiers puissent, tant qu'à faire, exercer leur domination sur les seconds. Cette chronique dissidente, subversive et satirique, explore, pour proposer d'y remédier, l'état profond qui marque un certain courant écolo, s'érigeant en chevalier blanc de la protection de la nature et de la raison, sans jamais interroger ses propres rapports au monde et à la réalité. Le projet sous-jacent est que la protection de la nature cesse d'être un champ de bataille entre parties prenantes opposées les unes aux autres, en renversant complètement une conception dépassée des rapports entre l'homme et la nature ayant conduit à l'impasse actuelle pour sortir des crises écologiques. Il ne s'agit pas pour autant de fabriquer du consensus façon développement durable. Il s'agit au contraire d'enclencher une rupture radicale dans nos façons de penser et de voir le monde, c'est-à-dire en s'attaquant aux racines psychologiques, sociologiques et métaphysiques de la perversion de nos rapports à la nature et aux autres êtres humains. En commençant par dépasser l'habitude de coller sur ceux qui ne pensent pas comme nous des étiquettes de bon ou de mauvais, de gentil ou de méchant, de bien ou de mal dans ce qu'ils font ou ne font pas. Et en cessant d'être en réaction et de les réduire à un rôle que leur attribuent nos conditionnements. Pour au contraire leur accorder notre attention active et découvrir qu'ils sont vraiment derrière le masque social qu'ils portent ou que souvent nous leur faisons porter. Accrochez-vous bien et bienvenue dans les champs fertiles de l'écologie sociale, de l'approche systémique, de la pensée complexe, au lieu de la pensée binaire, si fréquente, et de la connaissance de soi. Le sujet du jour, c'est donc l'examen du mythe de l'équilibre entre nature et société traditionnelle. Un mythe parmi d'autres dans l'imaginaire des protecteurs de la nature, dont je fais partie, hein. Et vous aussi, manifestement, si vous me regardez. Et donc, dans cet imaginaire, il y a beaucoup de mythes. Et cette question des mythes, c'est-à-dire de croyances, en fait, et qui sont souvent le fondement de nos cultures, et de notre culture occidentale en particulier, en projetant sur la nature, sur les peuples indigènes, sur le monde d'une façon générale, nos croyances vis-à-vis de la nature et des hommes qui en utilisent les ressources, qui peuvent être spirituelles, hein, pas seulement des ressources alimentaires ou matérielles pour se vêtir. Eh bien, l'examen de ces mythes, c'est l'examen de cette dimension culturelle, de notre rapport en tant qu'individu, mais plus largement en tant que membre de l'humanité, au reste de cette humanité et à la nature, est importante parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre notre relation à la nature et aux autres, et apprendre à nous positionner d'une manière plus paisible, je ne dirais pas forcément plus rationnelle, mais en tout cas plus adéquate, dans une perspective, bien sûr, d'améliorer notre relation à la nature et aux autres, pour arrêter que tous
les uns comme les autres, à différentes échelles, on continue à bousiller la nature. C'est bien l'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire réfléchir et non pas de vous asséner les vérités. La vérité absolue, universelle, elle n'existe pas. En tout cas, moi, j'ai pas du tout la prétention de la détenir. Mais en tout cas, de vous donner des éléments de réflexion pour qu'ensuite, vous preniez la responsabilité de vous positionner vis-à-vis de la nature, bien sûr, dans votre relation à celle-ci. Et surtout, c'est quand même mon dada, vis-à-vis des autres acteurs, des autres usagers de la nature, toutes les personnes, toutes les organisations qui sont impliquées dans les questions environnementales. Et il n'y a pratiquement pas une seule entreprise, une seule organisation, un seul individu sur Terre qui n'a pas une relation avec la nature et l'environnement. Même si demain Elon Musk s'installe sur la planète Mars, il aura, à plus forte raison s'il veut la coloniser, il aura à réfléchir à sa façon d'entretenir sa relation et la relation des gens qui vont emmener avec lui sur cette nouvelle planète. À supposer que ce ne soit pas un pur fantasme. Mais pour revenir à nos moutons, et en l'occurrence à la Terre, c'est vraiment important d'avoir cette réflexion. Et je la place vraiment à l'interface entre la réflexion écologique, scientifique, et la réflexion plus philosophique, humaine. Et c'est important pour moi de vous aider à construire votre propre réflexion sur votre relation au monde, à la nature et aux autres parties prenantes, dans la mesure où, si vous me suivez, c'est que j'imagine que vous avez envie d'agir pour la protection de la nature, que vous le fassiez dans un cadre purement volontaire, individuel ou collectif dans une association, ou bien, à plus forte raison, si vous êtes un professionnel de la conservation de la nature, ou souhaitez le devenir. Et trop souvent, malheureusement, on oublie cette dimension culturelle, qui rejoint souvent les questions sociales, en focalisant trop sur les questions écologiques proprement dites, c'est-à-dire scientifiques, sachant qu'entre les deux, il y a l'idéologie qui fourre son nez et en gros fout le bordel. Donc moi, je veux vraiment vous donner des éléments de réflexion et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne détiens pas la vérité, encore une fois. C'est à vous d'intégrer ça ou pas et le digérer, le mâchouiller, en faire ce que vous voulez pour l'intégrer dans votre vie et votre façon de vous relier à la nature et aux autres. Voilà. À tout de suite pour examiner cette question du mythe de l'équilibre entre nature et société traditionnelle. Bon, là, je vais aller me rapprocher d'un petit plan d'eau qui est sous cette montagne, histoire de me rafraîchir un peu. Je vais essayer de ne pas me casser la binette, surtout avec la caméra, en descendant. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, c'est une question d'entraînement. Voilà. Je suis dans les Alpilles, sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, pour tourner cette vidéo. Et comme d'habitude, il fait très chaud. Je choisis peut-être pas les meilleures heures pour faire ce genre de balade. Mais si je fais ça la nuit, vous ne verriez pas grand-chose alors. Ouais, je commence à apercevoir le lac qui est en dessous. Là, il y a une petite brise qui vous devez l'entendre d'ailleurs, qui m'a soufflé. Qui n'est pas désagréable. Wow. Ouais, je vous montre le lac et ensuite je vais me poser pour parler du sujet du jour. Vous devriez bientôt le deviner.
bien, à tout de suite. Avant que je me casse la guinette. Il y a un lézard vert qui vient de me filer entre les jambes. Ah, je suis désolé, mais j'ai pas eu le temps de le filmer pour vous le montrer. Voilà. Je vais rechercher un petit coin d'ombre. Et à tout de suite. Je parlais juste avant de l'illusion d'optique du bon sauvage écologiste, entre guillemets, et du mythe de l'équilibre nature-société traditionnelle. Même si on ne peut que se réjouir du rapprochement de certains combats des peuples indigènes, d'autres combats des organisations de protection de la nature, cette convergence d'intérêts communs, qui d'ailleurs n'a pas échappé en premier lieu à ces peuples indigènes, pour faire entendre leur voix en tirant parti des caisses de résonance planétaires que sont les différents sommets de la Terre et autres grandes conférences internationales. Cette convergence d'intérêts communs, donc, repose sur des raisons très différentes. Là où les organisations de protection de la nature, en général, voient d'abord dans la nature des espaces à protéger, voire à racheter la propriété, les peuples indigènes voient principalement des sites investis d'une dimension et d'une signification sacrée, auxquels, à l'inverse, eux appartiennent. Pourtant, il est admis dans certains cercles que les peuples indigènes sont à leur manière pleinement conscients des dangers de la surexploitation de la nature. Et on leur a même attribué une cosmovision écologiste. Alvard fait ainsi remarquer que le concept de société n'ayant que très peu d'impact sur le milieu naturel est non seulement très répandu parmi les ethnologues, mais aussi chez certains acteurs de la conservation de la nature, et parmi le grand public. Ces exagérations sont d'ailleurs contredites par certains représentants eux-mêmes de ces peuples indigènes, comme un Indien Kuna, dont j'ai oublié le nom, qui a dit que ce qu'il avait compris en discutant avec les autorités, les groupes et les individus indigènes, c'est qu'ils sont familiers des lois de la nature, mais qu'ils ne sont pas pour autant conservationnistes, comme cela est défini par les écolos, en ce sens qu'ils ne sont pas amoureux de la nature. À aucun moment les groupes indigènes n'ont en effet intégré les concepts de conservation et d'écologie dans leur vocabulaire traditionnel. Ils parlent plutôt de mère nature, de Pachamama, etc. En revanche, ils savent comment se mettre en relation avec la nature. Ainsi, la cosmovision idyllique dont il est question ici s'intègre en fait dans une vision idéaliste qui ne vise pas que la relation à la nature, mais l'ensemble de la personnalité du bon sauvage. Il est même permis d'aller plus loin dans la distinction entre le plan mental et le plan de la réalité sur le terrain. On peut imaginer en effet des sociétés qui se moquent éperdument des enjeux écologiques, mais qui sont, ou étaient, en équilibre quand même, parce que très peu nombreux, sans technologie, etc. Et à l'inverse, des sociétés qui deviennent obsédées par la protection de leur milieu naturel, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, alors même qu'elles l'ont détruit. Le mythe du bon sauvage écologiste ne résiste pas d'autre part aux recherches historiques et paléo-écologiques, parmi lesquelles il existe de fortes présomptions concernant le rôle de sociétés dites primitives dans l'extinction de diverses espèces animales. Ainsi, Sorgel, au début du XXe siècle, et plus récemment Martin dans les années 1980, attribuent aux chasseurs préhistoriques la disparition d'une partie de la grande faune européenne, mammouths et autres. Feu le biologiste et naturaliste Jacques Lecomte, que j'ai eu la chance de rencontrer quand je participais aux travaux de la commission faune du Conseil national de la protection de la nature, il y a une vingtaine d'années, faisait cependant remarquer que les facteurs climatiques auraient probablement fait disparaître cette faune, qui ne peut ainsi être considérée comme faisant partie de la naturalité de référence. De nombreuses publications relatives à cette question, avec des analyses de plus en plus fines, se sont multipliées dans les années 90. Milberg et Tierberg ont ainsi mis en évidence l'impact des sociétés préhistoriques sur la faune des îles océaniques, avec plus de 200 espèces d'oiseaux qui auraient ainsi été conduites à l'extinction, sans compter celles qui sont indiscutablement imputables plus tard aux Européens. Miller et collaborateurs ont utilisé de leur côté des techniques de datation très poussées
pour étudier la disparition de la mégafaune australienne durant le Pléistocène. Ils ont ainsi pu montrer que plus de 85% des genres de vertébrés terrestres d'un poids supérieur de mémoire à 44 kg, parmi lesquels de nombreux marsupiaux et des oiseaux de grande taille, disparaissent vers la fin de cette période. Bien qu'il soit difficile de faire la part de la chasse et des incendies générés par l'homme, la responsabilité de ce dernier paraît évidente, en particulier dans la disparition rapide, il y a environ 50 000 ans, de Géniornis newtoni, une sorte de poule d'eau géante. On peut encore ajouter à titre d'exemple le constat que des agricultures anciennes ont eu des conséquences environnementales très négatives. Par exemple, la stérilisation d'une partie de la Mésopotamie à la suite de dépôts de sel dus à l'irrigation, ou bien les phénomènes intenses d'érosion liés aux pratiques agricoles des Mayas. L'idée d'un équilibre nature-société traditionnelle intrinsèque, soutenue par exemple par Woodley, devrait ainsi être abandonnée, même s'il existe dans de nombreux cas un équilibre indirect sous-jacent entre sociétés dites primitives et les ressources naturelles. Les affirmations selon lesquelles, par exemple, les peuples indigènes limitent consciemment leur démographie et leur utilisation des ressources en réponse à l'appauvrissement de leur environnement n'ont en effet jamais pu être démontrées. Au contraire, les recherches de terrain ont montré que les liens entre systèmes de croyances indigènes et modèles modernes d'utilisation des ressources sont particulièrement ténus. Beaucoup de peuples indigènes ont d'autre part une attitude beaucoup plus opportuniste que conservationniste vis-à-vis de la nature et se maintiennent dans un équilibre écologique apparent parce que leur système politique traditionnel et leur type d'habitat les incitent à se déplacer. Et sans doute aussi parce que leur technologie ne leur permet pas de faire plus de dégâts, sauf peut-être dans les régions où la végétation peut être brûlée sans aucun travail préparatoire. C'est le cas d'ailleurs des Indiens d'Amazonie qui déplacent leur village, leur territoire de chasse et de pêche, une fois ces derniers épuisés, parce que cela demande moins d'efforts que de rester sur place avec des apports nutritionnels de plus en plus rares. L'équilibre est ainsi atteint de façon non intentionnelle, par rétroaction négative, plutôt que grâce à une préoccupation consciente de l'utilisation excessive de la ressource. C'est ce que montrent également les travaux de Harm sur les Nounous d'Afrique centrale, où l'équilibre entre ce peuple et l'environnement est la conséquence involontaire de leur système d'occupation des sols, par lequel les villages affirment leurs droits exclusifs sur certaines zones de marais, d'étangs, de rivières ou de forêts. Il n'en reste pas moins vrai que derrière le mythe du bon sauvage, qui est en train de disparaître avec les indigènes eux-mêmes, se cachent de nombreux préjugés ou fantasmes de nos sociétés occidentales sur le rapport de l'homme à la nature qu'il est particulièrement intéressant de débusquer pour apprendre sur celle-ci et revoir justement ce rapport. En outre, sans partager la croyance en l'équilibre intrinsèque entre la nature et les sociétés traditionnelles, avec des auteurs comme Feu Edward Goldsmith ou bien Sabine Rabourdin, la vision de la nature qu'en ont les peuples indigènes et surtout la relation qu'ils ont avec celle-ci sont, quoi qu'il en soit, riches d'enseignements pour ces sociétés occidentales, et donc pour nous, en interrogeant différemment leur rapport au territoire et à la modernité, notamment pour des activités ayant conservé dans celle-ci un caractère traditionnel. Par exemple, et toute proportion gardée, la pêche professionnelle en eau douce, la petite pêche côtière maritime, la saliculture, comme on la voit dans les marais de Guérande, ou encore la cueillette professionnelle de plantes sauvages. Comme d'habitude, si vous voulez approfondir le sujet, je vous suggère de commencer par vous reporter aux références qui sont sous cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous l'appréciez, à liker, commenter et partager mes vidéos. Ça permet, comme je l'ai déjà dit, de mieux référencer les vidéos et donc d'en faire connaître de plus en plus les contenus et les messages. Merci d'avance et à la prochaine.